face à la tyrannie de la caste médiatique, face au coup d'état des médias de masse. Lisez de toute urgence le livre de Philippe Millot et Martial Bild, Défaire le parti des médias. Un livre de révélation, un livre de solution, le livre de combat pour une presse vraiment libre. Bienvenue dans la petite histoire et on poursuit notre thématique consacrée au corps d'élite. On a vu les mousquetaires, spécialistes de la guerre de siège sous l'Ancien Régime, puis bien sûr la garde impériale de Napoléon. Désormais, j'aimerais vous parler des corps francs. On est en pleine grande guerre, dans une guerre de tranchées donc assez figée, et ce sont donc ces unités, ces corps francs qui vont être chargés de mener des opérations coup de poing sur des points précis du front. Ils ont plusieurs buts, la destruction d'objectifs par exemple, mais leur mission principale consiste à aller capturer des prisonniers directement dans la tranchée ennemie. Autant dire que pour faire partie de ces unités, il fallait en avoir, et pas que des grenades. C'était donc des unités destinées au renseignement, elles avaient leur équipement spécifique, leur identité propre, et un statut à part plus autonome. On peut les considérer comme étant l'ancêtre des forces spéciales, en grossissant un peu le truc. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, c'est parti. Première chose avant de commencer, une petite mise au point nécessaire. Ce qu'on appelle les corps francs sont à ne pas confondre avec les nettoyeurs de tranchées, qui étaient tout aussi stylés, mais qui avaient des missions bien différentes. Donc pour commencer, petit mot rapide sur les nettoyeurs de tranchées. J'ai d'ailleurs utilisé pas mal de photos de nettoyeurs de tranchées pour cet épisode, par souci d'illustration, vu que les photos de corps francs sont plutôt rares. Et les informations à leur sujet aussi sont plutôt rares, c'est pourquoi je me suis appuyé entre autres sur une excellente vidéo de la chaîne AV Histoire, que je vous recommande. Le premier but des corps francs était, je l'ai dit, la capture de prisonniers. Les nettoyeurs de tranchées, pas du tout. Ils étaient là pour nettoyer au sens littéral. En gros, ils intervenaient après les premières vagues d'assaut de l'infanterie régulière. Donc ils passaient après et leur mission était de nettoyer le terrain conquis de toutes ces poches de résistance, puis d'occuper des postes en y installant des nids de mitrailleuses, histoire de sécuriser les arrières de l'infanterie. Voilà quelle était la mission de ces nettoyeurs. Pour ce qui est des corps francs maintenant, c'est différent, bien différent. Les corps francs n'étaient pas envoyés après les vagues d'assaut, mais plutôt avant, ou du moins en marge de celle-ci. Concrètement, quand la Première Guerre mondiale éclate, on assiste d'abord à une guerre de mouvement, d'ailleurs très meurtrière, puis le front se fige, c'est la guerre des tranchées. Et là, ça bouge pas beaucoup, voire pas du tout. Et comme on n'avait jamais vu ça, eh bien on ne sait plus trop quoi faire, on entre en pleine crise tactique. Et cette crise touche un secteur bien particulier, le renseignement. Avant, c'était la mission de la cavalerie légère. Là, on est enterré, séparé par un no man's land et on ne sait pas très bien ce qui se passe de l'autre côté. L'aviation va venir jouer ce rôle et remplacer donc la cavalerie, mais ce sera du renseignement purement visuel, de l'observation. Pour ce qui est de la prise directe d'informations, il faut trouver autre chose. Cette autre chose, ce sera les corps francs, des compagnies d'élite qui vont être chargées de mener des actions coup de poing, rapides, discrètes, sur un point précis. Alors au début, c'est pas du tout structuré ni même théorisé, on sait pas trop comment s'y prendre. Et à partir de la fin 1915, on envoie des petites unités non officielles avec un équipement plus discret, plus léger, pour tenter d'aller observer ce qui se passe de l'autre côté. Mais très vite, on se rend compte qu'en matière de renseignement, il y a un truc qui marche bien plus que tout le reste, c'est la capture de prisonniers et leur interrogatoire. Du coup, petit à petit, ces unités vont non seulement se professionnaliser, mais aussi se spécialiser dans cette mission qu'elle va accomplir avec des raids ou alors ce qu'on appelle des coups de main. Elles sont constituées de volontaires qui subissent un entraînement très rude et spécifique. Évidemment, c'était pas réservé à tout le monde, avec un équipement à part, un encadrement différent et une certaine autonomie. En gros, c'était un peu les forces spéciales avant l'heure. D'ailleurs, leur nom corps francs vient premièrement des corps francs de 1870, des groupes armés indépendants qui harcelaient les Prussiens pendant la guerre franco-prussienne. Et bien sûr, le mot franc, tout comme la monnaie, renvoie à ce côté libre et autonome. Ils mènent des missions extrêmement dangereuses et du coup, ils ont quelques avantages. Plus de permes,
pas de service de tranchée, une meilleure solde, des primes et des citations bien plus accessibles. Comme ils sont amenés à s'infiltrer discrètement, souvent de nuit, leur tenue est plus sombre, mieux camouflée et leur équipement plus léger. D'ailleurs, parlons de cet équipement, vu que leur mission se déroule directement dans la tranchée ennemie. Ils ont des fusils plus petits, comme par exemple le mousqueton modèle 1916, des pistolets, des mitrailleuses, des grenades, dont certaines à gaz et fumigènes, lance-flammes aussi par la suite, et contrairement à la légende, ils ne se servent que très peu de leur poignard de tranchée. Albert Préjean, futur acteur qui a commandé l'un de ces groupes d'élite, décrit ainsi les corps francs, je cite, « des petites équipes de gars gonflés ». Franchement, ça le fait. Ces corps francs, d'abord plus ou moins bricolés, vont continuer leur développement entre 1915 et 1917, date à laquelle ils sont bien plus structurés. C'est en quelque sorte leur apogée. Et on en compte dans l'armée française environ 20 000. Pendant ce temps, en face, les Allemands, ils avaient eux aussi leurs troupes de choc. Les Italiens aussi d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Je l'ai dit, leur mission principale est d'aller chercher des prisonniers directement chez l'ennemi. Ils faisaient aussi de la destruction ciblée d'objectifs, mais globalement, leur truc, c'était surtout les prisonniers. Donc, ils opéraient de nuit ou au crépuscule. Un groupe de brèches va ouvrir une brèche, justement, dans le No Man's Land en toute discrétion. Puis, le reste de l'unité, en comité réduit, s'approche de la tranchée visée et s'en empare. Les grenades et les fumigènes permettent de frapper vite et fort tout en couvrant sa retraite. Et hop, en quelques minutes, l'affaire est dans le sac et le groupe rentre avec ses prisonniers ni vus ni connus, ou presque. Juste pour vous donner une idée, je vais vous citer un exemple, et non des moindres. On est le 14 juillet 1918 et l'armée allemande prépare une offensive sur Reims, défendue par la 4e armée. L'offensive est certaine, mais reste à savoir où et quand précisément. Alors, on va envoyer les corps francs. Le soir du 14 à 19h55, 174 hommes accompagnés par des sapeurs, des équipes de lance-flammes et des brancardiers s'élancent sur un point précis avec un appui d'artillerie. On ouvre une brèche, on prend d'assaut la tranchée ciblée, certaines équipes s'installent à des points stratégiques avec des mitrailleuses pour couvrir l'opération et tout se passe très vite. En quelques minutes, le détachement est de retour, il n'a que 2 morts à déplorer et quelques blessés et il revient avec 27 prisonniers et du matériel. Grâce à cela, grâce à ces prisonniers, à ce qu'ils vont dire, grâce aux cartes aussi qu'on a récupérées, on se rend compte que l'attaque allemande va avoir lieu la nuit même avec une préparation d'artillerie de plusieurs heures qui doit commencer à 1h du matin. Ces renseignements capitaux ont permis de lancer un puissant tir de contre-préparation offensive et de frapper la première ligne allemande qui était prête à intervenir, et puis aussi d'évacuer la première ligne française. C'est ainsi que la dernière offensive allemande de la Grande Guerre a échoué avant même d'avoir commencé, et ça, on le doit aux corps francs. Voilà ce que furent les corps francs, leur identité, leur utilité. En somme, pour conclure, on peut dire que ça a été des unités d'élite et donc des précurseurs des forces spéciales en quelque sorte. D'ailleurs, après la fin de la guerre, comme elles n'avaient plus vraiment d'utilité, on a envisagé plusieurs solutions, dont les déployer par avion. Alors au début, ça n'a pas très bien marché, et puis évidemment, ils n'étaient pas encore parachutés, mais l'idée des commandos parachutistes à venir était déjà dans les têtes. Merci à tous, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour la fin de cette thématique consacrée au corps d'élite. Salut!